Hello les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode spécial Nantes Maker Campus, un événement incontournable de la créativité, de l'innovation et du DIY au cœur des nefs de l'île de Nantes. Confortablement installé sur notre stand, au milieu de l'effervescence de l'événement, j'ai le plaisir de recevoir Bodoc, artiste plasticien et créateur d'objets en carton, mais pas seulement. Je reçois également Mathieu, du studio Warp, qui réalise des figurines, créatures, robots et objets réalisés en 3D. Bienvenue chez Artepic. Chez Artepic, les artistes partagent leur passion et vous expliquent comme ils stimulent vos sens et vos émotions. Suivez le guide. Bonjour Bodoc. Eh ben bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir. C'est un immense plaisir. Comment se passe Nantes Maker Campus pour toi ? Écoute, ça se passe plutôt bien, des belles rencontres. Je suis content d'être là parce que j'aime bien l'ADN Maker qui est vachement dans le partage. Donc c'est assez sympa de discuter avec les voisins qui font des projets complètement différents. Mais non, c'est une belle petite famille, les Makers. Donc je suis content d'être là et ça se passe super bien. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti en fait sur cet événement qui dure 3 jours d'ailleurs. Et ce partage, cette bienveillance, cette envie d'aller à la rencontre de l'autre, c'est vraiment très prenant et c'est vraiment très positif et ça fait vraiment plaisir à voir et à vivre aussi. Donc c'est ce que tu as ressenti et ça m'étonne pas au final. Donc tu as déjà participé à cet événement auparavant ou pas ? Non, c'est la première édition que j'ai fait. Première édition, d'accord. Comment tu en avais entendu parler ? Alors en fait, j'en avais entendu parler parce que justement MP Gautron que je suis avait participé l'année dernière et puis on avait un peu discuté. J'ai dit c'est génial, ça a l'air super comme événement. Mais en fait c'est eux qui m'ont contacté pour participer. Donc, d'accord. Du coup, c'est eux qui m'ont contacté, mais donc je savais déjà un peu le type d'événement que c'était, donc je leur ai dit tout de suite moi je suis partant pour venir. D'accord. Est-ce que tu es de la région ? Alors non, je suis pas de la région, moi je viens de la région parisienne. D'accord. Donc il a fallu déplacer les œuvres avec un camion. Voilà. Donc, mais ça fait plaisir de venir à chaque fois découvrir justement d'autres régions. Moi j'aime bien changer de ville, c'est toujours sympa de venir découvrir d'autres publics. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, tu es en train de nous dire que tu as déplacé tes œuvres avec un camion, ou plusieurs, non, un seul ? Un seul, c'est déjà pas mal. Oui, il n'y en a qu'une, mais elle est très particulière. Et c'est là où on va essayer de découvrir un petit peu plus quelle est ta partie créative, quelle est ton activité. Et donc tu es artiste plasticien. Oui. Mais en ce moment, ta particularité, c'est de créer des créations en carton, papier, si j'ai bien compris. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, complètement. C'est mes matières de prédilection, donc le papier et le carton. Et je m'en sers pour créer en volume, donc faire des sculptures. Là, j'expose un astronaute, que j'appelle un bodonaute. Donc c'est un astronaute de l'atelier, donc qui a une structure en carton et qui a une combinaison en fait en papier. Donc j'aime beaucoup ces matières, c'est que de la récup. C'est une matière qui est à profusion autour de nous. En général, on ne regarde pas trop, quoi. C'est le carton qu'on reçoit avec le colis qu'on a reçu. Très vite, il devient nuisant, c'est-à-dire qu'on ouvre, on veut savoir ce qu'il y a dedans, et puis le carton, il nous gêne, quoi. On veut le mettre à la poubelle. Et moi, j'aime bien revaloriser cette matière parce qu'elle en fait, elle a une chaleur, elle a un grain, elle a des tas de propriétés qui sont intéressantes. Et pour la sculpture, pour le volume, j'adore travailler avec cette matière. D'accord. C'est récent de travailler avec le carton ? Pour moi, ça remonte à peut-être 3-4 ans, je dirais. Mais après, il y a une belle communauté d'artistes qui travaillent le carton depuis un moment même. Mais moi, je suis en échange avec pas mal d'artistes qui travaillent le carton. On a chacun, du coup, nos façons de faire, etc., notre style. Mais c'est une matière puis qu'aujourd'hui qui a quand même du sens, parce que mine de rien, quand on est artiste, on a le même problème que tout le monde, c'est se poser aussi la question de l'utilisation de nos matières, en termes de coût, en termes d'écologie, etc. Et donc travailler avec ces matières-là, c'est intéressant de revaloriser quelque chose qui a déjà servi, qui a déjà été recyclé, et venir se l'approprier. Moi je trouve que c'est assez intéressant, et pour le spectateur, pour ceux qui regardent, en fait c'est aussi lui dire regarde, qu'est-ce qu'on peut faire avec une matière qui est autour de toi, mais que tu regardes jamais de cette manière-là, en fait. À quel moment tu as eu un déclic pour travailler avec des matières que tu peux retravailler, recycler, pour créer, en fait ? Alors en fait, moi j'ai toujours travaillé avec le papier. Ouais. Ça remonte en maternelle, en fait. Je prenais d'après des images, en fait, d'après une photo, je refaisais les objets en 3D en papier.
Et ça a démarré vraiment très très tôt. Donc j'ai toujours adoré le papier, le toucher et travailler avec. Après j'ai fait un peu de dessin plus tard, mais je suis revenu au volume. Et donc le papier historiquement a toujours été là. Et dans ma famille, mon père avait utilisé pas mal de papier pour son boulot, et donc du coup il y avait plein de papiers, il me laissait plein de papiers de brouillon en fait, parce qu'il y avait toujours une face qui était libre. Et donc du coup j'avais du papier à disposition en fait déjà. J'avais pas besoin de me poser la question. D'accord. Et donc c'est un peu cet ADN là qui s'est mis très très tôt et qui est resté en fait. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que tes créations, elles sont absolument incroyables, très réalistes. Comment on arrive à progresser pour arriver à ce résultat-là? Parce qu'on se dit, c'est quand même pas anodin. Le carton, c'est fragile, le papier encore plus. Quelles sont les techniques? Qu'est-ce qui t'inspire? Comment tu es arrivé à ce niveau de, je vais pas dire de perfection, mais d'authenticité? Pour moi en fait, si tu veux, c'est vraiment de la sculpture, comme par exemple quelqu'un qui va sculpter de la terre. Il part d'un morceau de terre et puis il va faire d'abord une forme grossière et petit à petit il va ajouter des détails, etc. Pour moi, c'est un peu la même notion. C'est-à-dire qu'en fait, les détails sont importants parce qu'ils donnent la texture, tu vois, pour moi, quelque part. Et comme je peins pas les œuvres, je laisse le carton brut ou le papier brut, j'aime bien avoir les détails parce qu'on peut à la fois voir la matière et en même temps on peut être perdu dans le fait que c'est réaliste et donc on voit autre chose. Là, on voit un astronaute, mais à des moments on dit « Ah ouais, c'est du papier ». Mais « Ah, c'est un astronaute ». Et en fait, c'est les détails qui font ce pont entre le parallèle quoi, entre deux réalités, entre la réalité et l'imagination. D'accord. Et donc si tu veux, techniquement, je termine par beaucoup de détails et après j'arrête au moment où je trouve qu'il y a une cohérence et qu'on a suffisamment de détails pour que ce soit suffisamment réel et qu'on soit porté d'un monde à l'autre. D'accord. Alors pourquoi l'astronaute, pourquoi le bodonaute? Pourquoi le bodonaute? En fait, j'aime bien le parallèle entre le cosmos et la création. En fait, pour moi, l'atelier, c'est un espace-temps un peu où il se passe les choses pour moi, où je crée. Et le cosmos, c'est un peu se dire, c'est l'espace imaginaire. Il n'y a pas de limite, il y a plein de choses qu'on connaît pas, qu'on connaîtra jamais, c'est infini. Et il y a le champ des possibles. Ouais. Et donc j'aime beaucoup faire ce parallèle. Et donc c'est pour ça que là, il y a le bodonaute en question. C'est un personnage de l'atelier, il a son pistolet à colle chaude dans la main. Donc pour moi, c'est dire, mon esprit, il peut partir très très loin avec l'imagination. On a tout ça, on peut partir très très loin avec notre imagination. Et pour moi, c'est une projection sur le cosmos. Et voilà, l'atelier, pour moi, l'atelier, c'est un atelier station qui parfois est sur Terre, mais parfois je gravite autour de la Terre ou dans le cosmos. D'accord. Quelles sont les autres créations que tu as réalisées, dont tu es assez fier et dont tu as envie de nous parler? Alors on peut parler un petit peu j'avais fait un vaisseau de Star Wars, le TIE Fighter de Dark Vador en échelle 1,5, donc il fait 4 mètres d'envergure. Ça, c'était un projet pour une expo Star Wars, sur Star Wars. Et c'était vraiment le premier projet où j'avais travaillé le carton, en fait. Parce que je voulais monter en volume. Et c'est ce projet qui m'a fait flasher sur cette matière, en fait. Je me suis rendu compte en passant 5 mois sur ce projet que c'était une matière extraordinaire. D'accord. C'est le TIE Fighter qui est écrasé au sol. Ouais, c'est une scène de crash. Ouais. Ouais. Quand j'ai vu les photos, j'ai trouvé ça impressionnant, ultra réaliste, encore une fois. Et je me suis dit, waouh, ça doit être incroyable à voir. Et on est encore dans l'espace, mais dans plutôt le film et le fantastique et la science-fiction. Donc un lien avec le bodonaute quelque part. Même si entre les deux, il y a quelque chose qui les sépare de plutôt fantastique, d'irréel, mais à se demander si à un moment donné ce côté voyage spatial, capacité à créer des vaisseaux qui nous emmènent à gauche, à droite. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, l'univers est sans fin, ou presque. Pareil qu'il y a des limites, mais je ne sais pas où elles sont parce que c'est tellement colossal. On se demande où elles sont. Mais je crois que nous, à l'échelle humaine, on a du mal à s'imaginer une fin à l'univers tellement c'est gigantesque pour nous et on est insignifiant, quoi. Mais ça donne une idée aussi. Et j'aime bien cet angle-là de se dire que la créativité, elle n'a pas de limite. On a tellement de ressources sous la main, quelles qu'elles soient. Des fois, on se dit qu'on a peut-être un peu tout inventé, tout créé. Mais je suis sûr qu'en grattant un petit peu, on a encore énormément de matière à aller chercher pour créer. Donc, je suis d'accord avec toi. En fait, pour moi, l'imagination, elle a ses limites souvent qu'on l'impose. C'est-à-dire que c'est notre raison qui vient cadrer les choses et qui dit... qui vient structurer des choses, mais souvent qui vient
entraver la créativité. Faut se rapprocher de notre inconscient, de ce qu'on a justement dans notre imagination qui est super riche. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est une grosse difficulté pour beaucoup de gens qui pensent, par exemple, soit qu'ils sont pas créatifs, soit qu'ils n'ont pas le temps d'explorer leur créativité. Et moi, c'était pour ça que la notion d'atelier est très très importante. Parce que si on veut que les choses se fassent, il faut un espace et il faut y passer du temps. Et il faut vraiment, le facteur temps, il est super important. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on fait des créations, nos réflexions elles évoluent, notre imagination, on a de plus en plus d'idées en fait. Quand on commence à avoir des idées, si on prend le temps de s'en occuper, entre guillemets, et de les réaliser, d'aller jusqu'au bout, d'une idée, il y en a 2, il y en a 3, après il y en a plein. Ouais. Donc c'est vraiment très riche. C'est un peu comme un domino à un moment donné, enfin, ouais. Piste de domino, quand il y a des idées d'un seul coup, c'est profusion parce qu'on est parti d'un truc, mais en fait, on a ouvert une porte qui ouvre encore une porte et une autre porte et ça sans fin quoi. Jusqu'à une certaine limite, à un moment donné, on peut s'épuiser à réfléchir aux disons idées. qu'après, justement, le challenge suivant, c'est de quelle idée je prends. Ouais. Quelle bonne porte prendre. Voilà, c'est ça. Et pourquoi je vais sur telle idée. Mais au final, l'idée, parfois l'idée est presque secondaire, je trouve, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand tu es en train de faire. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien le côté sculpture, c'est que on a une notion de ce qu'on veut. En tête, mais après on découvre des choses pendant qu'on est en train de les faire, donc c'est assez intéressant, et c'est là où on n'est plus juste à réfléchir, mais on est connecté à autre chose, c'est par les mains que ça passe, c'est plutôt par l'inconscient qui travaille. Est-ce que tu as des projets en tête justement, à venir, sur quoi tu aimerais travailler, est-ce que tu as déjà réfléchi à tout ça? Ouais, écoute, je travaille aussi sur du stop motion, donc des vidéos image par image, donc avec les créations en carton. Et j'aimerais en fait faire un format plus long, sous forme de court-métrage, avec tout un univers en fait en carton et avec des dessins au fusain. Et moi je serais acteur dedans, donc il y aurait quand même une personne réelle, mais dans un univers en fait en carton quoi. Et j'aimerais parler au travers de ça un peu justement de la notion d'atelier. Ah ouais, ça peut être drôlement sympa. Je l'imagine comme ça là, ça peut le rendu peut être assez cool quoi. Franchement, voilà. Hâte de voir ça si tu concrétises ce projet. Que proposes-tu sur ton stand aujourd'hui? C'est vraiment que le bodonaute, ça tourne tout autour du bodonaute aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui c'est le bodonaute qui est un peu en apesanteur en fait. Il est accroché à un câble de survie, c'est du fer à béton. Et du coup c'est intéressant parfois d'avoir une seule pièce parce que ça laisse de la place en fait. Bon, derrière là j'ai quand même mis des grandes bâches, donc des cartes aux lunes. Donc ce sont des reproductions là d'œuvres que j'ai faites, c'est du fusain sur du carton. Donc on a juste la couleur noire du fusain et la couleur marron clair du carton, et qui donne un peu une ambiance et un univers pour le bodonaute quoi. Tout à fait. Ça permet aux visiteurs de le voir dans un contexte peut-être un peu plus réel, dans l'espace, et de se l'imaginer en train de réparer quelque chose avec son pistolet ou en train de travailler. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une invitation un petit peu à déconnecter et à s'arrêter. Ouais. Je pense que ça c'est vraiment important pour moi, c'est que quand les gens du coup s'arrêtent, et puis je vois bien qu'il y a l'esprit en train de partir un petit peu dans le cosmos grâce à une création, ça c'est chouette quoi. Ouais, les retours des visiteurs, comment ça se passe? Écoute, c'est très positif. Il y a différents types de questions. Parfois il y a des gens qui demandent d'où viennent les inspirations, parfois c'est comment c'est fait, c'est du papier, parfois ils le voient pas au premier abord. Mais non, il y a des bons retours, je suis plutôt content. Ouais. Bodoc, tes réseaux sociaux, internet, où est-ce qu'on peut te trouver pour découvrir ton travail? Alors, on peut me trouver sur YouTube, bodoc.space, donc là où j'ai mes vidéos de stop motion, et puis parfois je fais des vidéos, des timelapses des constructions, donc là il y a pas mal de contenu. Sinon Instagram, Jean Bodoc, et j'ai un site web aussi, bodoc.space. Donc voilà, il y a un peu de tout, même un Facebook d'ailleurs. Voilà, comme ça on va pouvoir découvrir, enfin les auditrices et les auditeurs pourront découvrir ton travail. C'est un grand plaisir de t'avoir eu au micro d'Art Typique, Bodoc. Merci beaucoup. Écoute, plaisir partagé. D'accord. On arrive à la fin du Nantes Maker Campus aujourd'hui, mais on a passé, je pense, un bon week-end tous ensemble. On se retrouve peut-être bientôt. Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
le podcast qui découvre les artistes atypiques enthousiastes pour auditeurs curieux. Bonjour Mathieu, Bonjour. comment vas-tu ? Très bien. Une belle matinée qui s'annonce aujourd'hui au Nantmaker Campus pour cette deuxième journée. Une très belle journée ensoleillée. Voilà. Moi j'ai découvert ton travail ce matin, enfin pas ce matin, il y a déjà quelques jours, on va pas se mentir, en regardant les artistes qui étaient sur place au niveau du Nantmaker Campus, et je me suis dit waouh, mais ces créations elles sont absolument superbes. Merci. Ces espèces de dragons, de créatures très spécifiques. Et je me suis dit, mais il faut absolument que j'aille rencontrer Mathieu du studio Warp, si je ne dis pas de bêtises, qui modélise, fait des impressions et des peintures sur ces superbes créatures. Est-ce que tu peux nous dire déjà, dans un premier temps, qui tu es et pourquoi tu t'es lancé dans cette activité de création de créatures ? Très bien. Moi, là-bas, j'ai une formation de graphiste et je gribouille beaucoup. C'est-à-dire que j'ai tout le temps un crayon dans les mains et je dessine tout le temps. D'accord. J'ai appris à modéliser en 3D. C'est-à-dire que quelqu'un arrivait un jour, m'a mis un PC devant les mains avec une tablette. Il m'a dit, regarde ce logiciel, c'est de la pâte à modeler virtuelle. C'est-à-dire qu'on a une boule devant nous et on peut tirer, pousser, creuser dedans pour former ce qu'on veut. Mais l'objet n'existe pas. D'accord. Et je suis resté toute la nuit sur ce logiciel. La première fois que j'ai modélisé et ça m'a fait comme un électrochoc, quoi. Et j'ai sorti des éléments qui sont virtuels. Et un jour, parce qu'à l'époque ça n'existait pas encore ou c'était pas abordable, on n'avait pas l'impression 3D. Ou alors si, ça existait, mais c'était complètement inaccessible. Les machines coûtaient très très cher. Oui. Et récemment, on va dire dans les 10 dernières années, l'impression 3D s'est beaucoup simplifiée. On a eu des machines qui sont devenues très performantes, et aussi agréables à utiliser, enfin accessibles à utiliser. Et du coup, j'ai pu sortir ce qui n'existait pas et faire des objets qui sont manipulables. Et ça, c'est très, ça motive énormément, quoi. Quand on arrive à vraiment créer quelque chose qu'on visualise dans sa tête et qu'on arrive à le faire en volume et à la fin on a un objet, c'est un peu addictif même. Ouais, c'est une très grande satisfaction, j'imagine. Oui. Ouais. C'est ça. Donc du coup je me suis dit, j'arrive à faire quelques pièces qui pour moi semblent correctes. Et donc je me suis dit pourquoi pas les proposer à la vente. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé Studio Warp avec ma compagne. D'accord. Ça fait combien de temps ? Ça fait depuis 2018. D'accord. Voilà, et on est un peu plus actif sur les marchés et sur les événements depuis 2021. D'accord. Voilà, et donc on sillonne un petit peu les événements axés culture geek, imaginaire fantastique de la Pointe Bretonne et on va dire Pays de la Loire. D'accord. Alors, tu réalises des créatures. Alors c'est comme je disais tout à l'heure, ça ressemble à une espèce de tête de dragon, des choses un petit peu dans ce style-là, fossilisées ou pas. J'ai vu des espèces de Cthulhu à un moment donné, voilà, aussi. C'est ça, tout à fait. J'ai vu aussi des créatures qui étaient enfermées dans une espèce de cristaux. Tout à fait. Ouais, des choses de ce genre. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui quelles sont tes créations? À quoi elles ressemblent? On va avoir une collection de crânes. On va avoir des crânes de créatures, axés un peu dragon. Donc sur des socles avec des petites tiges pour les tenir. Et ça c'est un petit peu ce que j'aime beaucoup faire parce que ça donne un petit côté musée, mini musée en fait. On essaye de faire des éléments qui pourraient aller dans un petit cabinet de curiosité fantastique, on va dire, et ou décorer une bibliothèque. Et donc on va avoir donc une petite collection de crânes. On va avoir des objets inspirés un petit peu Lovecraftien. Des créatures avec des tentacules enfermées dans des cristaux ou dans des bocaux où on fait de l'inclusion de résine, c'est-à-dire qu'on va avoir une pièce qui sera imprimée et peinte et on va la mettre dans un moule ou dans un bocal et on va mettre de la résine époxy dedans colorée et on va pouvoir faire donner des impressions comme si c'est dans un cristal ou dans un bocal et ça rend plutôt bien, c'est assez coloré et assez on va dire ça ressort bien sur l'étagère. D'accord. Donc j'imagine que ce monde Lovecraftien, tu apprécies énormément. Oui, je pense que c'est j'aime pas, beaucoup. c'est pas innocent. Y a j'ai l'impression que c'était très dans le médiéval fantastique, quelque chose comme ça. Voilà, un petit peu aussi, ouais. Tout ce qui va être monstre, on va dire monstre
pas forcément dans la littérature, Mhm. un peu dans la littérature aussi, mais tout ce qui va être en fait du bestiaire médiéval fantastique, le dragon classique, D'accord. voilà. Quelles tes inspirations du coup? Ah, j'en ai plein. Ouais, mais Peut-être un peu trop. les premières qui viennent Les comme premières ça. qui viennent, je vais avoir un petit peu du Giger, on va dire, un petit peu de Peter Morbacher aussi, j'aime bien. D'accord. C'est des artistes qui sont contemporains, mais il y a aussi après plein d'influences, et ça vient des artistes aussi, et aussi des éléments de la nature aussi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'inspirer d'animaux existants et de les refaire un peu à ma sauce. D'accord. Quelles ont été les premières créations de Mathieu? Toute première création imprimée en 3D, c'était sur ma CR10 à l'époque, donc une imprimante, une des premières imprimantes, on va dire FDM accessible. C'était en 2018 Mhm. où, si je me souviens bien, j'ai fait un crâne qui n'est pas sur que je l'ai, j'étais pas très content du résultat, D'accord. mais je pense qu'un jour je le modifierai pour lui redonner un petit côté un peu plus satisfaisant de mon côté, et je pense que voilà, c'est le premier. Oui. Mais ouais, c'était un petit crâne que j'avais fait inspiré d'un crâne de chat. J'avais D'accord. modifié, j'avais vraiment modélisé à partir d'un moulage en résine que j'avais sur mon bureau, Mhm. et je l'avais refait à ma sauce, et j'avais mis des cornes, j'avais changé l'angle des dents, D'accord. et ça donnait un truc un peu cool. Ok. Et donc ça évolue au fur et à mesure et tu es resté sur des créatures au final. C'est ça. J'ai aussi quelques petits robots. Ok. Je sais pas si tu as pu voir sur le stand, j'ai quelques robots articulés, c'est-à-dire qui nécessitent une technique différente, c'est-à-dire qu'on va essayer de tenir compte de chaque angle, d'articulation des mains, des bras, Ok. des épaules, pour avoir un objet qui soit positionnable dans la Mhm. pose que l'on veut. D'accord. Quelles sont les idées à venir pour Studio Warp? Quels sont les prochains projets que tu as en tête et que tu aimerais développer? J'en ai plein, j'en ai même trop. Mais bon, plus concrètement, j'aimerais bien travailler le mouvement. D'accord. C'est quelque chose que... c'est la deuxième fois qu'on vient sur l'événement du Maker Campus. On y était l'année dernière. Et je me rappelle de l'exposé qu'il y a eu le samedi soir fait par les machines de Lille, qui présentait la créature qui est actuellement au Hellfest. Oui. Et du coup, le mouvement, partir de la sculpture qui était statique Mhm. à quelque chose d'articulé, Oui. et qui bougeait naturellement. C'est un univers que je connais. Les machines de Lille, c'est un lieu qui est très important pour moi, parce que Oui. je le connais depuis que je suis pas très grand, on va dire. Et je me suis toujours dit, waouh, je pense que même si je fais de la figurine, Mhm. je pense que c'est un petit peu à cause des machines de Lille. D'accord. Euh, Il y a un lien fort apparemment. Il y a un lien, ouais. Ouais. J'y vais assez souvent, et D'accord. je m'émerveille à chaque fois. Ouais. Même si je les connais déjà. J'ai déjà vu la chenille, j'ai déjà vu les éléments qui sont à l'intérieur, le carrousel, etc. Oui, voilà. Mais à chaque fois que je vais dessus, je regarde, je scotche dessus tellement c'est cool. Ouais. Et je pense qu'il y a une part de ça qui m'a motivé à faire ce que je fais actuellement. D'accord. Et donc l'année dernière, pendant cet exposé, la présentation de cette créature gigantesque avec ses effets et tout, les mouvements, etc. Et je me suis dit, mince, ce qui manque sur mon stand, c'est du mouvement. Mhm. Et donc je pense que je vais essayer de faire du mouvement prochainement. D'accord. Je sais pas comment encore. Je pense sur un crâne qui s'ouvrirait et se fermerait, D'accord. avec des articulations à l'intérieur pour démultiplier un petit peu la mâchoire, Mhm. faire quelque chose d'un peu complexe, Mhm. qui a vraiment une utilité, c'est pas juste une mâchoire qui s'ouvre. Ça, c'est un des projets que j'ai. D'accord. Et un autre à côté, ça serait de changer. On a toujours sur notre stand une pièce un peu plus grande. On a un crâne généralement qui fait plus d'1 mètre de long. C'est le crâne qu'on a sur le côté. Je Oui. sais pas si tu l'as vu. Et je pense le changer pour essayer cette fois-ci de faire un élément de squelette. Mhm. Peut-être un buste ou un squelette pourquoi pas un squelette complet D'accord. d'une créature qui aurait un petit peu son impact sur le stand et qui ferait la petite attraction qui fait que le stand se voit de loin et qui intéresse les gens
qui les motive à se rapprocher, on va dire. Oui. Tu dois bien t'entendre avec MP Gauthieron, qui est juste à côté de toi, là, et qui elle est spécialiste des crânes. Hein. Elle a fait un crâne, d'ailleurs, géant, dernièrement, en collaboration avec Oblab, je crois. Ouais, Oblab, ouais. Et qui est absolument impressionnant, qui va faire 1 mètre de haut sur 1 mètre de large, voire même plus grand, je crois, que ça. Ça te donne envie de faire des choses un peu colossales comme ça. Ouais, Ouais. ça après, on a la limite. On va dire, on est limité après des fois en taille. Oui, Parce que là, l'avantage de travailler sur le crâne de MP Gauthieron, c'est imprimé en filament. oui. Donc il y a des contraintes, mais il y a des avantages. C'est-à-dire que, on va dire que ça va être la légèreté. C'est-à-dire que même s'il est volumineux, eh ben, il fait pas le poids qu'on lui imagine en fait. Ouais, c'est vrai. Hein. Et donc le coup, moi si je fais quelque chose de volumineux, je vais plus avoir intérêt à travailler en résine. Et donc malheureusement la résine sera toujours plus lourde que le filament. Donc voilà, c'est un peu différent. Ou alors il faut que je fasse une structure alvéolaire à l'intérieur. Voilà, on a eu le Naya Museum à Rochefort-en-Terre. Je sais pas si tu connais. Oui, j'ai entendu parler. Il paraît qu'il y a des pièces que tu as créées qui sont maintenant dans le musée. C'est ça, ils nous ont fait une commande de 2 crânes qui sont dans la 2e pièce du musée. Voilà, donc Pete, donc le directeur du musée, nous a demandé de faire nous a commandé des crânes, qui aime D'accord. bien le style qu'on avait sur notre stand, mais il ne voulait pas des crânes imprimés en filament, il voulait que ça soit de la résine et qui soit précise, qui ait de la précision qu'on a sur les autres pièces qu'on a sur notre stand. Et donc du coup on a dû changer de machine pour une machine plus grande, ce qui fait qu'on a pu accéder à sa requête et faire des grands crânes en résine et avec un niveau de détail plus précis. Après voilà, c'est le genre de crâne donc on les a réalisés, les 2 crânes qui sont actuellement au Naya Museum, mais c'est pas le genre de crâne que j'amènerais sur des événements. Oui, Parce que c'est beaucoup plus fragile que le filament. Là, le crâne qu'on a actuellement sur notre stand, c'est du filament. Il se prend des coups, il se prend des... ouais. le pauvre, il se prend des coups, il se prend un truc, mais on rattrape à peu près à chaque fois. D'accord. On a beaucoup moins d'intervention que si jamais on devait ressouder quelque chose de cassé en résine, ça se brise en plusieurs morceaux. Ouais, voilà. C'est pas forcément l'idéal, on va dire. Ok. Justement, sur ton stand, qu'est-ce que tu proposes? Alors, sur le stand, on va avoir donc comme des petits crânes, on va avoir des petits cristaux. On va avoir aussi quelques petites créatures d'univers que j'aime bien. On a par exemple un mélange entre un crapaud et un dragon. On a un chat sphinx avec 3 yeux. Oui, d'accord, Donc, ça un marche petit bien. peu. On essaie de donner un petit détail qui perturbe un petit peu, Oui, qui soit pas forcément choquant, mais qui donne un petit truc en plus à la créature. Ça, et voilà, on a d'autres éléments. Après, on a des pièces qui sont un peu plus grandes, où elles, pour le moment, elles sont uniques. Par exemple, on a un crâne qui ressemble à un crâne humain, mais qui est à l'intérieur, tout est vidé, avec des volutes. D'accord. On reconnaît la forme, mais on sent que la forme n'a pas forcément l'utilité qu'on lui donne au prime abord. oui, Et j'ai fait un essai aussi, on a aussi une sculpture un peu plus, on va dire, ça fait plus penser à de la science-fiction, avec une créature qui sera plus élancée, plus la recherche des volumes intérieurs, que j'ai fait une recherche de volume intérieur. C'est une créature que j'ai commencé il y a 4 ans, ok. et comme souvent, ce que je fais, je garde des éléments dans mes dossiers que j'ai déjà créés, on va dire, mais dont je ne suis pas satisfait. D'accord. Ça, c'est propre vraiment à la modélisation numérique. On garde les éléments, on se dit, il y a du potentiel là-dedans, mais on n'a pas sorti ce qu'on aime dedans, quoi. Et là, la dernière fois, je l'ai repris, j'ai passé quelques heures dessus, et j'ai réussi à trouver ce que je voulais faire avec. Ouais. Et Ça c'est- aussi, c'est très satisfaisant. C'est ce que j'allais poser comme question, si c'était satisfaisant, mais tu m'as devancé. Très bien, c'est parfait. Ça t'arrive de faire des demandes de personnalisation? Ça nous arrive. Après, il faut tenir compte d'une chose, c'est que le budget est relativement conséquent. Oui, j'imagine. C'est-à-dire qu'on passe du temps sur la modélisation, et des fois on donne des prix où les gens sont choqués parce qu'ils ne pensent pas avoir ce prix-là. Ouais. Mais bon, voilà. Nous, sur notre stand, on va avoir des prix qui oscillent entre 6 et on va dire 220 €, avec une moyenne autour de 20, 30, entre 30 et 45 € en moyenne.
parce que c'est des produits que j'ai créés sur mon temps libre, je ne compte pas ma modélisation. D'accord. On essaye de faire, voilà, c'est comme ça. Si la modélisation était prise en compte dans le prix, ça s'envolerait tout de suite. Mais le but du jeu, c'est de partager aussi, donc c'est un choix. Et puis de faire en sorte que ce soit accessible, quels que soient les budgets, dans la mesure du possible. C'est ça. On a vraiment de l'entrée de gamme. On va avoir un petit crâne de dragon tout mignon à 6 €, jusqu'à une modélisation peinte. J'ai une tête de gobelin comme une taxidermie de cerf accrochée sur une plaque. Bon, là, il y a quelques petites heures de travail dessus, donc le prix s'en ressent aussi. Oui, c'est normal. Puis bon, il faut bien rémunérer l'artiste, hein. C'est normal. Puis l'ensemble des investissements, des charges et tout ça. Donc, c'est normal. Voilà. Les amis, moi je le dis toujours, le travail des artistes ne doit pas être bradé, il doit être payé au juste prix. Et quand, oui, effectivement, les prix peuvent paraître entre parenthèses chers, mais j'aime pas dire ce mot cher, il m'insupporte au plus haut point. Élevé peut-être, mais c'est surtout la juste rétribution du travail passé, des matières utilisées, du temps, etc. Et moi j'ai plus l'habitude de dire, c'est juste qu'on n'a pas le budget et que peut-être qu'un jour on aura le plaisir d'avoir le budget pour s'acheter une très belle pièce créée par un artiste qu'on apprécie beaucoup. Donc, voilà. C'est ça. C'était mon petit passage éducatif concernant le fait que parfois les gens trouvent que ça cher, mais derrière c'est tout à fait justifié s'il y a des prix qui sont assez élevés, c'est normal. Voilà. Et je milite pour ça. C'est une bonne chose. Voilà. Mathieu, tes réseaux sociaux, où peut-on te trouver ? On peut me trouver sur studio-warp.com. D'accord. On a une boutique en ligne, si jamais les gens veulent voir un petit peu à quoi ressemble ce que l'on fait. Okay. On a des réseaux sociaux, on peut nous trouver sur Instagram, sur Facebook. Pour le moment, on l'a mis en stand-by, mais on a aussi une petite chaîne Twitch sur laquelle on fait de la modélisation. Enfin, je fais de la modélisation. Je dis on parce que ma compagne aussi m'accompagne sur le projet. On a une petite chaîne Twitch où de temps en temps on fait de la modélisation pour expliquer un peu comment ça fonctionne des fois aussi, où les gens posent les questions et on leur répond en direct sur le streaming en fait. D'accord. C'est sympa aussi à faire, j'aime beaucoup. Une belle expérience. C'est une belle expérience. D'accord, et aussi, on a aussi un serveur Discord qui est disponible depuis le site. On a une petite un morceau de page où il y a tous les liens pour nous retrouver. Et si jamais les gens veulent se lancer, si jamais les gens veulent des conseils sur la modélisation, sur le type de machine qu'on utilise, qu'ils n'hésitent pas, il n'y a pas de souci. Je me ferai un plaisir de les renseigner. On retrouvera l'ensemble de tes liens dans la description pour les auditeurs et auditrices qui voudraient voir ton travail, bien entendu. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir accordé un moment au micro d'Art Typique. Avec grand plaisir. Voilà, on te souhaite plein de bonnes choses, un très bon week-end au Nantes Maker Campus et puis au plaisir de se rencontrer sur d'autres événements. Merci beaucoup, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.